Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal, une nouvelle édition enregistrée, tournée à 2 pas de notre plateau télé sur la terrasse de Kwezi. Une édition à retrouver bien sûr sur YouTube et sur notre site l'infokwezi.fr. Et ce soir, Pierre Bellucci nous accompagnera durant ce journal. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tout le monde. Alors avec vous, il sera question de l'horreur qui a de nouveau touché l'Europe hier matin. En effet, après la France le 13 novembre dernier, c'est la Belgique qui vient d'être frappée, qui vient d'être secouée par 2 attentats terroristes qui ont fait au moins 31 morts et 200 blessés. Hier matin, à 8 h, 2 bombes ont explosé à l'aéroport de Zaventem, situé dans la capitale belge. 1 heure plus tard, une autre déflagration a eu lieu dans un métro, dans un wagon du métro, toujours en plein cœur de Bruxelles. Nouvelle tragédie qui a beaucoup fait réagir ici sur le territoire. Le reportage de Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Les images se passent de commentaires, la même horreur, les mêmes cris, la même détresse. Un 13 novembre, en Belgique cette fois, dans la capitale, dans 2 des lieux les plus fréquentés qu'ils soient. L'aéroport d'abord, à 8 h hier matin. 2 explosions font au moins 11 morts et plus d'une centaine de blessés. 1 heure plus tard, à 9 h 11, c'est au tour du métro d'être frappé par une attaque terroriste. Au moins 20 personnes perdent la vie, sans compter les plus de 150 blessés, souvent très grièvement. À Mayotte, les réactions ont été nombreuses depuis cette nouvelle tragédie. Très ému de voir qu'au jour d'aujourd'hui, on n'est pas tranquille. On n'est pas tranquille chez soi et qu'on a toujours peur qu'un jour ça va nous arriver. Et là, ça devient de plus en plus inquiétant. Il n'y a plus de sécurité nulle part. C'est inquiétant. Que ce soit en Afrique ou à Paris ou à Bruxelles ou à Stockholm ou à Amsterdam, c'est très très inquiétant. Je sais pas. Zinsikitisha swafi zile kakula zijirwa rwa limwengu kaltezilo ami zinsikitisha alafu parce que zamokoti nyinamna ile toujours raharwatoire. Après ce nouveau drame, l'inquiétude quant à une attaque sur le 101e département revient dans les discours de nombreux passants. Ça me fait peur, on va dire, parce que je me dis que ça peut peut-être arriver à Mayotte. Après tout ce qui arrive à Mayotte, ça fait un peu peur. Il faut se dire tous les jours ici, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. On est moins protégé à Mayotte qu'à La Réunion, qu'à Métropole. Donc tous les jours, on part chez soi pour aller au boulot. On n'a pas la conscience ni l'esprit tranquille. Pour de plus en plus de citoyens, la question du contrôle des frontières doit redevenir une priorité, à Mayotte plus qu'ailleurs. Mayotte, comme l'Europe dont on en fait partie aujourd'hui, on est envahi par l'immigration non contrôlée. On a tendance à vouloir aider ces gens-là et du fait qu'on fait rentrer les gens sans les contrôler, ça en profite les djihadistes, les intégristes et les consorts à rentrer dans les territoires français, les territoires européens. Et puis donc une fois ici installés, on voit le résultat à Bruxelles. En marge de la récente crise des migrants en Europe, le 101e département continue lui d'accueillir quotidiennement de nombreux étrangers. La plupart fuient la misère et ne prétendent qu'à une vie meilleure. Mais au vu du climat, ces nouveaux attentats semblent avoir rempli leur objectif premier, celui de semer la peur, le doute et le chaos au sein des sociétés. Mayotte n'est pas épargnée, notamment en raison de la porosité de ses frontières. Il est donc indispensable de rester toujours plus vigilant, sans tomber dans la psychose recherchée par ces tueurs sanguinaires. On vient de le voir dans le reportage, Pierre, les réactions sont assez vives, surtout orientées vers de la peur, une certaine psychose qui tend à s'installer ici à Mayotte. Oui, effectivement, ça c'est le premier renseignement et c'est quelque chose auquel on s'attendait. On s'attendait à ça. C'est aussi le but recherché par ces terroristes. Ils veulent semer la zizanie, le chaos. Ils veulent que nos sociétés s'écroulent de l'intérieur. Et avec ces nouvelles attaques, on voit qu'ils réussissent. Ils réussissent à faire peur. Ils réussissent à faire craindre aussi que son prochain que son voisin soit aussi un terroriste. Donc voilà, on le voit beaucoup on parle beaucoup
beaucoup d'immigration, donc on fait des liens. Il y a souvent voilà, des liens un peu, j'allais dire, un peu douteux qui sont faits. Alors effectivement, sur un territoire comme Mayotte, lorsqu'on connaît la porosité des frontières, on peut se dire que ça serait facile. Lorsqu'on connaît aussi toute cette jeunesse qui est complètement dans le désarroi et qui aujourd'hui est complètement démunie. On voit tous ces jeunes qui errent, on voit toute cette violence à Mayotte. On se dit qu'aussi Mayotte est une proie facile, en tout cas une proie facile pour attirer ces jeunes complètement perdus. On a vu justement, on en avait traité il y a quelques semaines de ces sujets en lutte contre la radicalisation. On a vu des interpellations ont eu lieu également. Aujourd'hui, est-ce que Mayotte dispose des moyens nécessaires pour faire face, notamment en termes de prévention, parce qu'aujourd'hui on est encore dans la phase de prévention ici à Mayotte. Est-ce qu'aujourd'hui on est assez équipé, assez bien équipé? Écoutez, je crois qu'aujourd'hui on le voit avec la Belgique, ce sont les mêmes qui ont agi le 13 novembre. Ceux qui restaient, il faut rappeler que c'est un commando, à peu près 70 djihadistes qui sont arrivés, qui sont entrés avec la vague de migrants qui déferle actuellement sur l'Europe, venus de Syrie, là où ils se sont entraînés. Donc c'est cette première vague. On sait qu'il y a eu d'autres vagues qui sont arrivées, mais la première a agi, ça y est, ils ont agi à 4 mois d'intervalle, un peu plus de 4 mois, ils ont frappé 2 fois, et on voit la faillite aussi de nos systèmes de sécurité. On n'a pas su les arrêter. Ça pose aussi question sur le travail qui est effectué, sur la réactivité qu'ont les gouvernements à agir, à protéger aussi les populations. Donc forcément que non, ce n'est pas le cas, et ce n'est pas non plus le cas à Mayotte. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans une psychose, il faut raison garder, il faut se dire que voilà, les autorités travaillent, mais il faut rester aussi vigilant de notre côté. Mais il y a aussi quelque chose qui ressort de tout ça, c'est qu'on est beaucoup centré sur le monde occidental. On a l'impression qu'on est beaucoup plus touché, parce qu'effectivement, il y a eu la France, il y a eu la Belgique, mais n'oublions pas qu'il y a eu aussi Bamako, il y a eu le Mali, il y a eu la Turquie, il y a eu tous ces pays qui ne sont pas occidentaux, mais qui sont très frappés, notamment les pays musulmans qui sont les plus frappés, on le répète à chaque fois, mais voilà, ils tuent tous ceux qui ne sont pas en adéquation avec leurs valeurs, et ce sont des valeurs qui n'ont ni foi ni loi, ni Dieu, ni rien. Donc on voilà. n'est plus dans de l'islam, on est plus dans du terrorisme, mais pour ne pas faire d'amalgame, Pierre, on est bien d'accord, on est dans une île musulmane à 95, plus de 90%, on va dire, à Mayotte. On ne va pas faire de lien, de raccourcis inappropriés. Tout à fait. Le problème, il n'est pas là. C'est pas parce que Mayotte est à 95% musulmane et que la population voilà, est pratiquante que le problème, il est de la porosité. Effectivement, on ne contrôle pas nos frontières, donc à partir de ce moment-là, on ne sait pas ce qui rentre. On le voit, il y a des Kwassa qui rentrent tous les jours. On ne sait pas ce qui rentre avec ces Kwassa, avec ces personnes. Donc à ce niveau-là, il y a une inquiétude. Maintenant, que faire? Je veux dire, voilà, il faut lutter. Il faut aussi faire confiance aux autorités. Sur un petit territoire comme Mayotte, on pense quand même qu'il y a la possibilité de contrôler l'immigration. Et nous en parlions hier. Et voilà, de contrôler tout ce de remettre en ordre tout ça, parce que c'est vraiment petit, on le dit, c'est un arrondissement de Paris, Mayotte. Donc si vraiment il y a les moyens, on peut lutter contre tous les fléaux qui frappent cette île. Espérons que les moyens vont être mis ici, mais aussi en Europe et partout dans le monde, parce que c'est partout que le terrorisme frappe actuellement. Pas seulement les pays occidentaux. Merci Pierre, et vous restez avec nous. Hier matin, une fillette âgée de 8 ans a été sauvagement violée par un homme à Tsunzu. Il s'agirait d'un ressortissant enjoinné qui serait en situation irrégulière ici sur le territoire. Découverte dans un état critique, la petite fille a dû être transportée au CHM pour être prise en charge par le service des soins intensifs. Ce type de violence tend ici à Mayotte à se répéter et à multiplier par là même le nombre de victimes. Le reportage de Shakila Issouf et Adèle Laurent. À Mayotte, de nombreuses affaires de viol sur mineurs ne cessent de défrayer la chronique. En moins de 2 semaines, 2 petites filles âgées de 3 et 8 ans et demi ont été victimes de viols. Souvent passées sous silence, ces crimes odieux ne diminuent pas. Il y a quelques jours, une petite fille de 3 ans vivant dans un quartier précaire et reculé de Kaweni a été victime d'une agression sexuelle. Rentrée hier de l'hôpital, nous avons rencontré son entourage qui témoigne des faits. Hier, un nouveau viol d'une petite fille a eu lieu à Tsunzu 1, dans le quartier appelé Vietnam. Nous avons rencontré le père de la victime qui a accepté de témoigner, fatigué et brisé par ce drame.
Ikajanan à peu près à 10h30 hale. Yani maho mwanamza amrumu wande pubela ndalatse pubeli. Wasirkan sirim blindaje takar simona hoja Sankara limgia mahemba kasijwa mwanamba hadi hapo havi. Afamba sila wanda mzungu he asimono mwana ajada gon mana kadunga na mwenye mtu baba. Na wa mvingi to mtia mun momhogo monhoho. Mazamba kama yalo babun mahatu robele ho ya swafi mhogo no. Wa he ata wala mon momhogo swafi mbali ho ndafanya za kufanya wao. Mina mayahe na wae rishiku direct urgence. La petite victime est sortie du CHM ce matin, tandis que son violeur est toujours recherché. Alors Pierre, c'est un drame qui s'est produit à Tsunzu, on va dire encore une fois, une histoire de viol, une fillette de 8 ans. Comment faire Pierre pour remettre fin à tout ça? Parce que ça commence à devenir quelque chose de répétitif et criminel. Alors peut-être expliquer qu'aujourd'hui on entend de plus en plus parler parce que nous aussi nous faisons ce travail de relayer et je pense que c'est un travail vraiment important. Voilà, dans notre métier il y a beaucoup de manières de penser, de manières de faire notre métier. Je pense personnellement que ce genre de crime, comme vous l'avez dit, il faut absolument en parler et ne pas en faire une petite brève, ne pas en parler sur 3 lignes. Il faut que ça éclate, il faut que ça soit en première page. Il faut que faire en sorte qu'on prenne conscience de la gravité des faits. Effectivement. Ce qui n'est pas le cas à votre sens aujourd'hui? Disons qu'il y en a beaucoup qui sont passés sous silence, donc forcément, s'il n'y a pas de plainte, ça n'existe pas. Le cercle familial est au courant, peut-être quelques personnes, mais ça n'éclate pas au grand jour, donc on ne se rend pas forcément compte de la gravité. Donc le viol reste un sujet tabou à Mayotte selon vous? Oui, le viol reste un sujet tabou, mais partout, pas qu'à Mayotte, mais effectivement à Mayotte peut-être plus qu'ailleurs. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que vraiment, c'est très grave et qu'il faut en parler. Il faut que les médias arrêtent de dire non, on ne fait pas ça parce que c'est du sensationnalisme de titrer avec un viol. Un viol, c'est très grave. Surtout lorsqu'il s'agit d'enfants de 3 ans, de 8 ans. Il faut que ça éclate, il faut que nous les médias, on joue ce rôle pour que ça s'arrête, pour qu'il soit puni sévèrement. Et je pense que nous avons aussi ce rôle-là à jouer et qu'il faut le faire. C'est pas du sensationnalisme. Dire ça, c'est l'inverse. Voilà, faut-il le banaliser alors? Est-ce que c'est ça la question? Est-ce que derrière, ceux qui parlent de sensationnalisme disent qu'il faut banaliser, en faire 3 lignes dans une petite brève sur un journal? Non, je pense qu'il faut en parler. Il faut faire des reportages comme on l'a fait parce que voilà, c'est un phénomène qui est terrible et qui ne semble pas prendre fin sur le territoire. Et du côté de la justice, comment ce genre de faits sont traités? Est-ce qu'aujourd'hui les agresseurs sont suffisamment punis ou alors il faudrait revoir un petit peu la manière dont ces affaires sont traitées? Écoutez, là encore, nous sommes dans un pays démocratique, donc les lois sont votées, donc on a des lois qui punissent, on a des règles. Pour les violeurs, maintenant, est-ce suffisant? N'est-ce pas suffisant? C'est pas à moi d'en juger, je pense, c'est pas à nous d'en juger, c'est à toute la société aussi de faire en sorte que, à un moment donné, ces personnes-là ne recommencent plus et qu'elles soient punies très très sévèrement, avec la sévérité que mérite ce genre d'acte criminel. Merci beaucoup Pierre et on continue. Comme annoncé depuis lundi, le syndicat Sud PTT Mayotte de la Poste est en grève depuis ce matin. Le mouvement est national, mais à Mayotte, plusieurs revendications sont propres au 101e département. Et en effet, les conditions de travail semblent devenues très difficiles et les salariés réclament ainsi plus de moyens. La grève pourrait se poursuivre demain, tandis que le syndicat FOCOM de la Poste vient d'appeler à la grève pour le 30 mars prochain. Un sujet signé Pierre Bellucci, Abbas Salidi et Adèle Laurent. À une semaine de la reprise du mouvement de grève générale, le syndicat Sud PTT Mayotte a souhaité prendre un peu d'avance, suivant ainsi l'appel national à la grève. En effet, la Poste est aujourd'hui confrontée à un mouvement de protestation avec pour revendication première l'augmentation des salaires ou encore la mise en place du 13e mois. Même si à Mayotte les revendications vont plus loin, ce sont aussi et surtout les conditions de travail qui semblent poser problème. Alors, les conditions de travail elles sont très difficiles, surtout en ce moment. Et nous on a constaté que depuis qu'on est passé 101e département, le flux de courrier a beaucoup augmenté avec le même effectif. On s'en sort plus, on est submergé.
Le courrier, on n'arrive plus à les distribuer normalement comme avant. Et tous les jours, on a des clients qui viennent réclamer leur courrier. C'est plus comment les gérer. Quand on se lève pour aller au boulot, on a mal à la tête avant d'affranchir la porte de la poste. Mise en place de plans de formation du personnel, participation aux frais de repas, régularisation des contrats CDD de plus de 24 mois en CDI. La liste des revendications locales est longue, même si pour les quelques manifestants réunis ce matin, embaucher du personnel serait déjà un grand pas en avant. Vu aussi l'état de route, l'adressage, tout est lié. Et je pense qu'il faut vraiment nous rajouter du monde pour qu'on puisse s'en sortir, pour satisfaire nos clients. On réclame aussi des embauches à la poste parce que l'argent il est là, le travail il est là. Pourquoi ceux qui ont le pouvoir de décider, ils ne vont pas dans ce sens? Hier, une réunion a eu lieu avec la direction et l'une des avancées réclamées a d'ores et déjà été obtenue, comme nous l'explique le secrétaire départemental du syndicat Sud PTT Mayotte. Hier, on a eu un entretien avec la direction de la Poste. Donc, ce que nous avons obtenu hier, je le dis à haute voix, nous avons obtenu la caisse complémentaire de retraite qui va se mettre en place ici à Mayotte à partir du 1er juillet 2016. Donc ça, c'est une avancée quand même positive, mais il faut qu'on avance encore. Si la Poste refuse d'avancer un peu, donc demain, on sera toujours en grève. En effet, le préavis de grève est illimité, tandis que ce matin, c'était au tour du syndicat FOCOM de lancer son propre préavis pour le 30 mars prochain, une date que beaucoup ont déjà cochée, puisqu'elle correspond à la reprise du mouvement de grève général. Je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mercredi 23 mars et c'est donc parti pour l'actualité en bref. Alors qu'un expert doit déterminer si le port de Longoni fonctionne selon les règles en vigueur, les dockers de la Smart ont déchargé ce week-end un bateau de la CMA-CGM. L'inquiétude des salariés était cependant toujours présente puisqu'en janvier dernier, la compagnie maritime avait rompu le contrat l'alliant à Laconnier, et ce au profit de Manuport en premier lieu, puis de MCG suite à un défaut d'agrément. Cependant, en marge d'une négociation ardue pour retrouver un accord perdu, la Smart avait assigné la CMA-CGM en justice pour rupture abusive de contrat. Le tribunal de Marseille a rendu son délibéré hier et pour la première fois depuis le début du conflit au port de Longoni, le manutentionnaire historique vient de remporter une victoire. La CMA-CGM a été condamnée à poursuivre les termes du contrat jusqu'à fin 2016, tandis que l'agrément a été délivré par MCG, permettant ainsi à la Smart d'officier en toute légalité sur le port. 3 arrêtés portant extension à la convention collective du BTP à Mayotte ont été publiés le 15 décembre dernier et s'appliquent obligatoirement à toutes les entreprises et salariés. L'un est relatif à la grille de classification et des salaires des ouvriers et employés. Les 2 autres concernent les postes d'ingénieurs, cadres, techniciens et agents de maîtrise. Dans la foulée, un 4e étant à Mayotte, la convention collective des entreprises des services des eaux et assainissement. Ils viennent tout juste d'entrer en vigueur et rendent obligatoires les tickets restaurants ou primes de panier, ainsi que les congés pour enfants malades dans le secteur du BTP. Cette nouvelle devrait réjouir les salariés Colas et Tetrama, puisque la prise en charge des repas faisait partie des revendications lors des derniers conflits sociaux. La mise en place d'une grille des salaires est également actée et devrait supprimer de facto les disparités à poste égal. Ce sont des avancées sociales certaines qui, bien que limitées au seul secteur du bâtiment, contribuent cependant à réduire quelque peu certaines inégalités sociales. Les cambriolages, vols et autres agressions sont devenus monnaie courante à Mayotte. Les entreprises ne sont pas épargnées par ce fléau et pourtant aucune mesure suspensive en matière de versement de cotisations sociales ou patronales n'a encore été envisagée. À ce titre, Christophe Pérez, vice-président du MEDEF et patron d'Imprima, souhaite proposer à son président Thierry Gallarme de saisir la direction de la CSSM afin que le versement des cotisations sociales et patronales soit suspendu en cas d'arrêt forcé de la production suite à un cambriolage, et ce jusqu'au retour à la normale de l'activité de l'entreprise. La trésorerie serait ainsi épargnée et les salariés presque certains de conserver leur emploi. Cette initiative a de fortes chances de faire l'unanimité au sein du patronat au regard des événements de ces dernières semaines. Il reste à espérer que la CSSM sera favorable à l'instauration de telles mesures. Et
Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi avec la pluie qui s'est invitée sur la terrasse. Demain, retrouvez la matinale avec Patrick Mian et toute son équipe. Quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle édition enregistrée, toujours sur l'infoquasi.fr. Bonne soirée à vous sur Quasi.